Merci Jacques. On va passer à l'approbation du procès verbal du 28 avril. Je ne sais pas s'il y a des... Tout le monde l'a lu, s'il y a des remarques. Pas de remarques, je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? 3 oppositions, des abstentions, une abstention. C'est voté, je vous en remercie. Je vais vous faire... Alors, je vais vous faire les pouvoirs aussi, parce que je pense que c'est... Est-ce que c'est les mêmes? Non, ce n'est pas les mêmes. C'est Alain qui a donné un... Ouais, Alain qui va partir. Donc, je vous refais les pouvoirs. Cécile Bail, quand même à Patricia Curtus. Boucal Abdelaziz à Jonathan Sain. Aurélien Chedot qui est là, c'est pas la peine. Darcy Richard à Pascal Lofo. Sonia Garou à Céline Gamay. Alain Mazera, donc qui est obligé de partir, qui donne à Gare Noël. Et Fanny à Nadia Seguin. Les décisions, faut que je les retrouve. Alors, compte rendu des décisions qui ont été prises depuis la dernière séance du Conseil municipal. Donc, au titre de la délégation accordée en matière de passation de marchés publics et d'accord cadre, donc la signature d'un avenant numéro 1, un minorateur au marché de travaux concernant l'aménagement de l'îlot Robespierre. Le lot 1 avec l'entreprise Colas France pour un montant s'élevant donc à moins 130 383,50 €, portant le montant total du marché à 258 104,60 € hors taxe, soit 309 725,52 TTC, ce qui représente une diminution de 33,56% par rapport au marché initial. On a aussi la signature d'une modification numéro 2 au marché de travaux relatifs à la rénovation de la rue Kléber, lot 2, aménagement de voirie, pour un montant de 10 700 € hors taxe, soit 12 840 € TTC. Ça représente une augmentation de 4,28% par rapport au marché initial. Au titre de la délégation accordée en matière de délivrance et de reprise des concessions dans les cimetières, le renouvellement d'une concession au nom de 2 Lucas pour une durée de 30 ans à compter du 19 mai pour la somme de 420 €. Au titre des frais d'honoraires des avocats, notaires et experts, la signature d'une convention d'honoraires avec le cabinet Champozac relative à l'assistance juridique de la commune dans le cadre de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon concernant la nomination en qualité d'opérateur des activités physiques et sportives stagiaires de M. Anthony Rouby. Les honoraires dus au cabinet conformément au terme de la convention qui a été négociée s'élèvent à 4 153 € TTC. La signature d'une convention d'honoraires avec le cabinet Champozac pour une analyse juridique et stratégique en matière de ressources humaines. Les honoraires dus au cabinet conformément au terme de la convention qui a été négociée s'élèvent à 4 986 € TTC. Au titre de la négociation accordée en matière de demande de subvention à tout organisme financeur pour les projets et opérations inscrites au budget ou ayant fait l'objet d'une délibération au conseil municipal. Donc la demande d'une subvention d'un montant de 47 500 € auprès de l'État dans le cadre du fonctionnement 2026 de l'espace France Service, dont le coût total est estimé à 60 305 €. La demande d'une subvention auprès de l'État pour l'animation et la coordination du Conseil local de prévention de la délinquance et de la lutte contre la radicalisation. Le montant de cette subvention s'élève à 12 700 € sur un budget total estimé à 31 813 € pour l'année 2026. La demande d'une subvention auprès de l'ADEME dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt intitulé COP ECO d'un montant de 5 561 € pour le projet Transit, territoire en transition par l'inclusion et le travail. Au titre des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais adhérents prévus à l'article L 2123-18 du Code général des collectivités territoriales. La prise en charge des frais d'hébergement et de transport de M. Stéphane Lecaille dans le cadre de sa participation aux journées de l'équipe expérimentale et à l'Assemblée générale du fonds ETCLD qui se déroulera à Nantes le 17 et 18 juin 2026. Au titre de la délibération 2026-018 du Conseil municipal en date du 23 février 2026, approuvant l'appel à manifestation d'intérêt concernant
Le lot 3 sur l'opération de rénovation de l'îlot Marceau. Donc la composition du jury de sélection des candidats au lot 3. Donc représentant du conseil municipal Olivier Péverelli, Patricia Cursus, Alain Mazera, Bernard Noël, Raphaël Buard et Lucie Guibert. Représentant de Provici Brigitte de Vienne. Représentante de Solia Leila Ducarteron. Et représentante du comité de quartier Françoise Haine. Voilà pour les décisions. On va passer aux délibérations. La première, Virginie, c'est pour toi, la première délibération? Alors, je m'avais parlé lors de la présentation du budget. On a rencontré la DGFIP il y a peu et on a essayé un petit peu de négocier quelques points, mais ça n'a pas été possible. Donc, c'est une convention que nous n'avons pas le choix de signer avec la DGFIP. Une convention qui sert pour les recouvrements sur la commune du Teil et les services de gestion comptable. Il y a 2 points qui sont vraiment importants dans cette convention. C'est le fait que nous allons dématérialiser les avis des sommes à payer et la mise en place du paiement en ligne payé. Voilà, c'est vraiment les points les plus importants. La convention a été jointe avec la convocation au conseil municipal. Donc si vous avez des questions, je suis toute oui. Eh bien, je la soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc la prochaine délibération, c'est encore pour nommer des représentants au sein des organismes extérieurs. Donc je vous propose pour le CDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et les familles, en titulaire Sabrina Tanou et en suppléant Fanny Valla. Sur la CLI de Creuse-Mace, en titulaire Olivier Péverelli, en suppléant Stéphane Lecaille. Sur la mission locale, en titulaire Pauline Macari, en suppléant Sabrina Tanou. Sur l'OGEC Saint-André, titulaire Nadia Sénéguéni, suppléant Jacques Chabot. Et sur le PCAET, la communauté de communes Ardèche-Rouen-Coiron, titulaire Aurélien Chesseau, suppléant Jérôme Le Tuff. Voilà, je vais le soumettre. Oui, allez-y. Quelles sont les modalités de transmission au Conseil des comptes rendus des participations à ces différents organismes? Alors, comme on vous l'avait déjà dit, je veux dire, en fait, chaque élu rend compte des réunions qu'il a. Je veux dire, il en parle à ses collègues parce que c'est quand même assez intéressant. On a des organismes, si je reprends le CDFF avec qui on travaille, je pense qu'on revoit systématiquement dans tous nos projets, ils travaillent avec nous. Bon, la Creuse-Mace, la CLI, c'est un peu spécial, il n'y a pas spécialement de compte rendu à faire en conseil. La mission locale, pareil, on participe et on sait le travail qu'ils font. Ils ont pareil, ils ont des rapports d'activité, l'OGEC Saint-André, voilà. Donc en fait, on ne fait pas de compte rendu en conseil, sinon on passerait un temps fou à faire des comptes rendus parce qu'on fait au fur et à mesure des délibérations et on nomme des gens et on voit bien qu'on a plein d'associations. Voilà. Donc après on travaille entre nous. Mais après, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous renseigner sur ces associations. Il y a toujours des assemblées générales, il n'y a pas de souci. Et après, si vous avez des questions précises sur ces représentations, on vous le dira. Oui, j'ai encore une question. Quand vous dites entre vous, c'est-à-dire que les 4 conseillers municipaux d'opposition ne font pas partie du conseil municipal? Entre nous, quand on dit dans la réunion de travail, entre ceux qui travaillent sur ces thématiques-là. D'accord. Après, si ça vous intéresse, vous êtes libre aussi de vous présenter sur des réunions où c'est des thématiques qui vous intéressent. Très bien. La mission locale, ils sont aussi demandeurs de gens qui ont envie de s'investir. Le CDFF aussi. Transmettez-moi les calendriers, je me positionnerai. Sur quoi? De toutes les réunions auxquelles je peux participer. Non, mais ça, je parle des assemblées générales, je parle d'investissement dans une association, je ne parle pas du conseil d'administration, où c'est les statuts de l'association. Ah, mais moi je ne vous parle pas des associations, je vous parle du conseil municipal. Donc les associations ne vous intéressent pas? Absolument pas, c'est vous qui le dites. Question? Y a-t-il des oppositions? 4. Des abstentions? Je vous remercie. La prochaine délibération, c'est sur le comité social territorial, le CST.
Donc il y a des élections professionnelles qui seront le 10 décembre 2026 et donc dans les 6 mois qui précèdent les élections professionnelles, il faut qu'on recrée le comité social territorial. Donc ce comité social territorial, on a fait un CST hier, donc on a réuni le CST pour travailler avec eux et finaliser la composition de ce CST. On est tous d'accord sur cette composition. Donc on vous propose ce soir, sur le nombre de représentants, on repart un peu sur la même configuration que le mandat précédent. On est collège agent et collège élu, 4 suppléants, 4 titulaires. Sur la composition du collège, on essaie de retenir l'objectif de la parité, puisqu'on a à l'heure actuelle en agent 58,80% de femmes et 41,09% d'hommes. Donc le collège des élus, on va le tenir, et puis les représentants du personnel, c'est en fonction des élus. On recueille, il a été décidé de recueillir aussi l'avis des représentants de la collectivité, ensuite de celui des représentants du personnel. On confirme le fonctionnement actuel d'un comité social territorial unique. On ne fait pas un F3, FCT, santé, sécurité, conditions de travail, mais on parlera forcément en CST de la santé, sécurité et conditions de travail. Et donc, il a été approuvé, on a présenté un protocole que vous avez dû avoir, et ce protocole a été approuvé pour l'organisation des élections du 10 décembre. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4 abstentions. Je vous remercie. Les 2 délibérations qui vont suivre, donc il y en a une sur l'abrogation de la délibération 2023-17 du 6 mars 2023 portant création d'un emploi permanent d'opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Et il y a la création ensuite d'un emploi permanent d'opérateur territorial des activités physiques et sportives. Ces 2 projets de délibération que je vais vous proposer s'inscrivent dans un contexte de déport de M. le maire, par décision préalable de déport, et arrêté distinct de délégation de fonction de signature. Donc M. le maire m'a confié l'instruction et la conduite de ce dossier. De ce fait, il n'a pas pris part ni à la préparation de ces délibérations, ni à l'inscription de ce point à l'ordre du jour de la séance, et n'est pas présent physiquement au Conseil ce soir. Je vais peut-être vous rappeler un petit peu le contexte et l'enchaînement des actes de ce dossier. À la suite du départ d'un agent titulaire du service municipal de l'animation sportive, la commune a engagé fin 2022 une procédure de recrutement destinée à pourvoir le poste resté vacant. Plusieurs candidatures ont été reçues. Une commission de sélection ad hoc composée de cadres de la communauté de communes, de la commune et d'élus délégués a été constituée pour examiner les candidatures conduire les entretiens et formuler une proposition de recrutement. Monsieur Anthony Roubi a déposé sa candidature. Il disposait de compétences reconnues en matière d'activité physique et sportive, attestées par les qualifications professionnelles requises pour l'encadrement contre rémunération des APS. À l'issue d'un processus comparatif et au terme des entretiens conduits avec les différents candidats, la commission a retenu sa candidature. Il est pour rappel de souligner que M. le maire n'a à aucun moment participé aux travaux de cette commission de sélection. Le choix de l'agent retenu est le fruit d'un examen comparatif des compétences professionnelles conduit par des membres habilités, hors la présence et hors l'intervention du maire. Par délibération du 6 mars 2023, le conseil municipal a procédé à l'adaptation du support de poste en supprimant l'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de catégorie B, initialement vacant, et en créant en lieu et place un emploi du premier grade du cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives de catégorie C, filière sportive. Monsieur le maire était physiquement présent en séance et a pris part au vote comme les autres conseillers. Sur le fondement de cette délibération, M. Roubi a été nommé en qualité de stagiaire par arrêté du maire du 9 mars 2023. L'arrêté de nomination sur le plan formel a été signé non pas par le maire lui-même, mais par l'adjoint chargé du personnel en fonction à l'époque, dans le cadre des délégations habituelles. M. Roubi a dès cette date pris ses fonctions et exercé ses missions sans contestation aucune de la part des services, des usagers ou de la hiérarchie durant la totalité de sa période de stage.
À l'issue de la période de stage et au vu de l'évaluation favorable de la manière de servir, M. Rouby a été titularisé par arrêté du maire du 19 décembre 2024 dans le premier grade, opérateur des activités physiques et sportives, du cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Cette titularisation, qui correspond au déroulement normal de carrière de tout agent public stagiaire dont les services ont donné satisfaction, n'a fait l'objet d'aucune contestation, ni de la part de quelconque tiers, ni de la part du contrôle de légalité. Parallèlement à ce déroulement, M. Buard, conseiller municipal d'opposition, a introduit devant le tribunal administratif de Lyon un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de nomination du 9 mars 2023. Son recours était fondé sur le motif tiré du fait que M. Rouby est le compagnon de la fille du maire et que ce dernier avait participé à la séance et au vote de la délibération du 6 mars 2023, ayant créé l'emploi sur lequel l'intéressé a ensuite été recruté. Il faisait grief à cette participation d'avoir indirectement traduit un intérêt d'ordre familial du maire dans le protocole d'aboutissement au recrutement. Un petit retour sur le jugement du 30 avril 2026. Le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. Buard et a annulé l'arrêté du 9 mars 2023 portant nomination de M. Rouby en qualité de stagiaire. Le tribunal a retenu que la présence du maire à la séance du conseil municipal du 6 mars 2023 et sa participation au vote de la délibération créée à l'emploi destiné à accueillir l'intéressé avaient suffi à matérialiser l'existence d'un intérêt indirect d'ordre familial du maire à la procédure de recrutement. Cette analyse s'est imposée alors même que les compétences professionnelles de l'agent et la régularité formelle de sa sélection par la commission ad hoc, hors la présence du maire, n'étaient pas contestées. Il est essentiel de souligner ce que le jugement n'a pas dit et ce qu'il n'a pas annulé. Le tribunal n'a pas, dans son dispositif, annulé la délibération du conseil municipal du 6 mars 2023. Celle-ci, faute d'avoir été contestée dans les délais, demeure dans l'ordre juridique. Il n'a pas davantage statué sur la titularisation du 19 décembre 2024 qui ne lui avait pas été soumise et qui n'a pas fait l'objet d'aucun recours contentieux distinct. La portée du jugement est donc circonscrite à l'arrêté de nomination du 9 mars 2023. C'est la dimension procédurale et plus précisément la présence du maire à la séance de création de l'emploi qui a déterminé la solution retenue par le tribunal. La régularisation de cette dimension procédurale par un déport formel organisé du maire constitue précisément l'objet des deux délibérations soumises au conseil municipal à ce jour. Sur la situation juridique acquise par l'agent, la titularisation est définitive. L'arrêté du 19 décembre 2024 a procédé à la titularisation de M. Rouby, à l'issue de son stage dans le premier grade du cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Cet arrêté est juridiquement distinct de l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire. Il ouvre des droits individuels au profit de son destinataire et constitue, à compter de sa signature, le titre statutaire de l'agent. Le délai de recours contentieux contre cet arrêté de titularisation était de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. Conformément aux règles de droit commun, aucun recours n'ayant été introduit dans ce délai, l'arrêté est devenu définitif au plus tard à compter du 19 février 2025. Il est depuis cette date juridiquement intangible et ne peut plus être remis en cause par la voie contentieuse. En application des principes constants en matière d'actes administratifs créateurs de droit, l'arrêté de titularisation ne peut pas davantage être rapporté ou retiré par l'administration au-delà du délai de 4 mois à compter de sa signature. Les droits individuels que l'agent tire de sa titularisation sont en conséquence acquis et stabilisés. Le jugement du tribunal administratif qui ne portait que sur l'arrêté de nomination à qualité de stagiaire n'a et ne peut avoir aucune incidence sur la situation statutaire de l'agent telle que résulte de sa titularisation.
Les deux délibérations que je vais donc vous proposer procèdent d'une mesure de bonne administration et de respect rigoureux de la procédure et non d'un aveu ni d'une concession sur la régularité de fond du recrutement initial. La commune entend doter pour l'avenir le service municipal de l'animation sportive d'un support juridique stable dans des conditions procédurales irréprochables. En premier lieu, les deux délibérations proposées au conseil municipal procèdent de la volonté d'adopter la procédure, d'apporter à la procédure administrative ayant abouti au recrutement des corrections nécessaires sur le terrain procédural en respectant strictement les enseignements du jugement du tribunal administratif en date du 30 avril 2026. Cela consiste, par la première délibération, à abroger pour l'avenir la délibération du 6 mars 2023, sans préjudice des droits individuels acquis par l'agent, comme je viens de vous l'expliquer. Par la deuxième délibération, recréer un emploi permanent répondant aux besoins réels de service sur des bases pleinement régulières. En effet, le service doit continuer d'assurer de manière pérenne l'encadrement des activités physiques et sportives proposées à la population et notamment au public scolaire et périscolaire. Vous retrouverez dans la délibération de création la fiche de poste jointe qui vous va bien, qui est bien complète. Donc avant de vous proposer les délibérations, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, moi j'ai une question. Pardon. Oui, donc là on fait l'abrogation de la délibération sur la création d'un emploi permanent. Et après, c'est la création d'un emploi permanent. Enfin, c'est le même. Et du coup, j'ai pas compris. Donc le tribunal, le jugement, on l'a pas eu en pièce jointe ou... On abroge la délibération parce qu'il y avait des erreurs administratives. Ça n'empêche que le poste, on en a besoin. Donc on recrée un poste. On reprend une délibération pour recréer un poste. On abroge le premier où il y avait des erreurs d'administration. Et on refait un poste parce que, comme vous dites, le poste, on en a besoin rapidement. Là, on va attaquer les vacances scolaires, on va attaquer l'été, on va attaquer donc le poste, on en a besoin. Donc on recrée dans le même temps un poste parce que ce poste est indispensable. D'autres questions? Oui. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai lu vos documents, donc la fiche de poste, etc. Les horaires sont donc en semaine et en journée. Mais si je regarde les programmes de la CCARC, sur lequel il est détaché, ce monsieur, il y a des départs à droite à gauche, il y a des travails en soirée, etc. Donc est-ce qu'il faudrait peut-être pas modifier la fiche de poste de ce monsieur avant toute chose, avant de renommer le gendre du maire à ce poste-là? La fiche de poste, donc on va regarder la fiche de poste si vous voulez bien. Alors la personne travaille, si vous voulez, elle est mise à disposition une partie de son temps sur les vacances à la communauté de communes. Le reste du temps, elle travaille en commune. Donc je suppose que la fiche de poste est adaptée à ce qu'il fait. Bon, je veux bien la regarder, mais enfin, dans les écoles, c'est la journée. Voilà, c'est un agent qui travaille sur les deux collectivités. Donc je pense qu'il n'y a pas d'avantage. Très bien. D'autres questions? Oui. Monsieur Buard. Oui. Monsieur Rouby est-il toujours présent au sein de la collectivité? Oui. D'accord. Merci. Et ensuite, si vous permettez, ça va prendre un peu moins de temps que vous, mais je vois que le cabinet Champosac a bien travaillé, mais pour ce prix-là, il aurait pu être un peu plus précis. Dans sa décision du 30 avril 2026, le juge a indiqué que les conditions de recrutement du gendre du maire de la commune d'Utelle, en qualité de fonctionnaire stagiaire, étaient de nature à exposer ce dernier, le maire, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du Code pénal. Cet article du Code pénal définit le délit de prise illégale d'intérêt puni de 5 ans de prison et 500 000 € d'amende avec une inéligibilité quasi automatique. Dans ce contexte de prise illégale d'intérêt, vous semblez vouloir, par ces deux délibérations, la 80 et la 81, reconstruire un cadre juridique. Or, le délit de prise illégale d'intérêt est un délit obstacle, c'est-à-dire qu'il est consommé dès que l'agent public
au sens large, prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une opération qu'il surveille ou administre, indifféremment du fait que l'opération n'est finalement pas aboutie, que l'acte soit annulé ou abrogé, ou qu'aucun dommage n'ait été causé à la collectivité. Le seuil déport du maire aujourd'hui ne suffira donc pas à effacer les conséquences juridiques de ce qui s'est passé en 2023. Au terme de la charte de l'élu que vous avez approuvée, et moi aussi, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Ce qu'il vous est proposé de faire ici ce soir, c'est de vous arranger avec la loi afin de préserver les intérêts du maire et ses intérêts familiaux. Est-ce là l'intérêt général? Ces deux délibérations, qui ne constituent en rien une exécution du jugement, si elles sont approuvées, ne sécurisent ni la collectivité ni la situation statutaire de l'agent, mais les exposent à nouveau à un contentieux. Et notamment, pour l'agent bénéficiaire de la procédure de 2023, il reste exposé à des poursuites pour recel de prise illégale d'intérêt. En connaissance de cause, et notamment en connaissant l'existence de ce lien familial, nombre d'adjoints ici présents, et vous, Madame la Première adjointe, avez défendu ce recrutement illégal. Nombre d'adjoints ici présents, ainsi que des agents et techniciens communaux et intercommunaux, ont participé à ce recrutement illégal et par voie de conséquence se sont rendus complices de prise illégale d'intérêt par abstention. Je vous demande donc de retirer ces deux délibérations et de procéder à l'exécution du jugement, à savoir l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 du maire du Teil, portant nomination de M. Roubi en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives stagiaires. Dans le cas inverse, une plainte pénale sera déposée pour prise illégale d'intérêt, recel et complicité. Je souhaite qu'on fasse les deux délibérations séparées parce que j'ai encore 2-3 choses à vous dire. Voilà, donc je vais redire quand même, parce que là vous enflammez un petit peu. Hein. Ah, je m'enflamme pas. Je rappelle que c'est le tribunal administratif qui a jugé, Oui. et je redis quand même, le tribunal administratif, il a jugé l'arrêté du 9 mars, portant nomination de M. Roubi en qualité de stagiaire, par rapport à quoi le tribunal a retenu que la présence du maire à la séance du conseil municipal et sa participation à la voie de délibération de faire l'emploi destiné à l'accueillir l'intéressé avait suffi à matérialiser ça. Mais à la procédure de recrutement, cette analyse s'est imposée alors même que les compétences professionnelles de l'agent et la régularité formelle, la sélection de la commission hors présence du maire n'étaient pas contestées. Donc je pense que c'est cet arrêté qui n'a pas été bon, parce qu'il y avait la présence du maire sur cet arrêté, alors que la commission était régulière. Donc c'est bien ça que le tribunal juge. Et puis j'ai envie de vous dire quand même que les membres de la famille d'un élu peuvent être candidats à un poste de fonction publique dès lors que les formalités de procédure administrative sont bien appliquées et qu'il ne s'agit pas d'emploi fictif. Et que le cas de M. Roubi ne rentre évidemment pas dans une telle catégorie. L'intéressé ayant toujours exercé ses fonctions d'animateur sportif réel avec compétence et sens du service public. On va passer aux délibérations si vous le voulez bien. Non, moi j'ai quelque chose à vous dire. Allez-y. Monsieur Champosac, il est avocat, vous n'êtes pas juge. Donc, je vous dis, vous remettez... Oui, vous n'êtes pas juge, monsieur Champosac est avocat. Ce que vous êtes en train de faire, et je viens de vous le dire clairement, c'est de remettre en cause le jugement. Il ne s'agit pas de la manière de servir de M. Roubi, ça le jugement il n'en a pas parlé, il s'agit juste du fait que M. Roubi soit le gendre du maire et que le maire a participé, et c'est marqué dans le jugement, au recrutement. Donc, alors là je vais vous dire, le juge, il annule l'arrêté
de nomination du stagiaire. Reprenez l'arrêté de nomination du titulaire. Dedans, c'est visant, c'est-à-dire qu'on s'est servi de l'arrêté de nomination du stagiaire pour en faire un titulaire. Si vous enlevez la nomination du stagiaire, pas de stage, pas de titularisation. Voilà. Ensuite, je vous dis, je vous répète, parce que je vois bien sur quel angle vous voulez m'amener, c'est la manière de servir de M. Roubi importe peu. La façon dont vous amenez aussi qu'il y ait effectivement la possibilité pour un enfant, pour peu importe, une famille d'un élu d'être dans une collectivité territoriale où l'élu siège, il n'y a aucun problème. Reprenez le jugement, ce que dit le juge, et c'est pour ça qu'il y a l'article 432-12 du Code pénal, c'est quand même pas un petit peu, c'est que monsieur le maire aurait dû se déporter dès le départ. Donc le juge, il a été directement sur ce truc-là, sur l'article 432-12, et pas sur un autre. Donc vous pouvez, et c'est peut-être ce qui va vous servir à vous défendre, parce que moi je ne fais pas de menaces, je ne vous fais pas de promesses en l'air, c'est ce que je vais faire, parce que vous insistez, mais chacun aura pris ses responsabilités. Là maintenant, vous ne pouvez pas dire « je ne savais pas ». Voilà. Donc je vais rappeler que vous n'êtes ni juge ni avocat, et donc je vais passer à la délibération, parce qu'on sera de toute manière pas d'accord. Ça va beaucoup plus vite Donc comme ça. on va faire, comme vous le dites, une délibération l'une après l'autre. Donc on va prendre la première délibération avec l'abrogation de la délibération 2023-17 du 6 mars 2023 portant création d'un emploi permanent d'opérateur territorial des activités physiques et sportives. Je vais vous faire, voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais en fait, donc on décide l'article 1 d'abrogation, la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2023 portant création d'un emploi permanent d'opérateur territorial des activités physiques et sportives et abrogé pour l'avenir à compter de la date à laquelle la présente délibération deviendra exécutoire dans les conditions prévues à l'article L2131-1 du Code général des collectivités. Article 2, effet, l'abrogation prononcée à l'article 1 ne produit d'effet que pour l'avenir, elle ne porte pas atteinte aux actes individuels distincts pris au profit de l'agent recruté sur le fondement de la délibération abrogée, en tant que ceux qui ne sont pas susceptibles d'être remis en cause par l'effet de cette abrogation. Article 3, inscription budgétaire et tableau des effectifs. Le tableau des effectifs de la commune sera mis à jour en conséquence sous réserve de l'adoption par le conseil municipal et à l'occasion de la même séance d'une délibération portant nouvelle création d'un emploi permanent correspondant aux zones de service. Et enfin, article 4, transmission et publicité. La présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le département au titre du contrôle de légalité, publiée et affichée dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales et notifiée aux services concernés. Je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? 4. Des abstentions? Je vous remercie. Deuxième délibération concomitante, parce qu'il faut vraiment qu'on ait besoin du poste, donc on le recrée. Mais j'aurais des questions, moi, sur celle-là. C'est trop tard, sur celle-là, mais je vous le dirai. Déjà, je vais peut-être la lire. Donc, création et suppression de postes et modification du tableau des effectifs. Donc, je ne vais pas vous relire. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, voilà. Donc on va décider, je vous repasse surtout le début puisque je vous l'ai expliqué, on décide la création de l'emploi. Il est créé un tableau des effectifs de la commune du Teil à compter de la date à laquelle la présente délibération deviendra exécutoire, un emploi permanent à temps complet relevant du cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives catégorie C, premier grade, opérateurs des activités physiques et sportives au sein de la filière sportive. Les missions, l'agent recruté sur cet emploi est chargé sous l'autorité hiérarchique du directeur général des services et du responsable du service des sports et conformément à la fiche de poste annexée à la présente délibération des missions de l'animation sportive municipale et notamment l'encadrement et la conduite des activités physiques et sportives proposées par la commune en direction de la population et des publics scolaires et périscolaires, l'organisation et la mise en œuvre de manifestations sportives, la surveillance des pratiques et le respect des règles de sécurité applicables aux équipements et aux activités, l'accueil des publics, la veille sectorielle et juridique des centres de loisirs, la participation à la direction du centre de loisirs sportifs sans hébergement, le TEC, dans le cadre de la mise en disposition de la communauté de communes en Ardèche-Pointe-Coron. Les conditions de recrutement à l'emploi est pourvu par le fonctionnaire titulaire relevant du cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives,
recrutés dans les conditions prévues par les dispositifs statutaires en vigueur, le premier cadre de ce cadre d'emploi étant accessible sans concours dans les conditions fixées à l'article 5 du décret 2011-605 du 30 mai 2011. Le recrutement pourra intervenir selon ces modalités, à défaut et conformément aux articles L332.1 et suivant le Code général de la fonction publique. L'emploi pourra être pourvu pour un agent contractuel dans les conditions prévues par ces dispositions. Rémunération. La rémunération et le déroulement de carrière de l'agent nommé sur cet emploi correspond au cadre réglementaire applicable au cadre d'emploi des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives. L'agent bénéficiera, le cas échéant, du régime indemnitaire en vigueur au sein de la commune. Tableau des effectifs et inscription budgétaire. Le tableau des effectifs de la commune et modalités en conséquence. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant sont inscrits au budget et à l'exercice en cours, chapitre 12. Article 6, exécution. Le directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente délibération. La présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le département au titre où le contrôle publié et affiché avec les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions? Allez-y. Dans la délibération, et vous venez de la citer, article 3, conditions de recrutement, vous faites référence à l'article 5 du décret de 2011-605 du 30 mai 2011, relatif au cadre d'emploi des éducateurs territoriaux, des activités physiques et sportives, catégorie B. Et là, vous créez un emploi d'opérateur territorial des activités physiques et sportives de catégorie C. Il y a un problème, non? En fait, on recrée le même emploi. Voilà. Après, l'emploi, comme le premier, c'était cadre B ou cadre C. S'il n'y avait pas de cadre B, c'était la possibilité d'avoir cadre C. Donc là, c'est le même emploi qu'on recrée. D'accord. Cadre C. On recrée un emploi de cadre C. Pardon. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le bon décret qui régit le statut des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives de catégorie C. Demandez. Je vous dis, c'est pas le même. C'est pas le. Si. On va vérifier. Ce que je vous dis, c'est qu'on recrée le même emploi de catégorie C. D'accord. Donc si ce n'est pas le bon article, on change. Bien, mais pour le On changer, va faut... vérifier. Ben, d'accord. Alors j'ai quand même la question. La question est la suivante, puisque vous en parlez. Donc vous êtes sûr que l'emploi est accessible sans concours? Oui, d'accord. Et la quatrième question, la dernière. S'il appartient au conseil municipal de créer des emplois, en revanche, il ne lui appartient pas d'entériner des situations délictueuses. Dans le jugement du 30 avril 2026, le juge a prescrit l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 portant nomination en qualité de stagiaire de M. Roubi, DRH 2398 de vos services. Vous indiquez dans les considérants de la délibération que ce jugement n'a pas pour objet de remettre en cause l'arrêté de titularisation de l'agent du 19 décembre 2024. Pourtant, DRH 24345 de vos services, arrêté qui vise expressément l'arrêté du 13 mars 2023, qui est annulé par le tribunal. Comment justifiez-vous alors le maintien de la titularisation de cet agent, alors que le tribunal a annulé l'arrêté de nomination qui constituait le fondement de son stage? Je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de stage, pas de titularisation. Ça n'existe plus. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit. Hein. Ça veut dire qu'il a été arrêté, c'est le stagiarisation qui a été attaqué. Hein. Et Oui. après, il y a un délai. Voilà, il y a un délai après. Et dans la carrière d'un agent, et au bout d'un délai, on est titulaire. Et quand il a passé titulaire, ça n'a jamais été attaqué. Ça aurait pu être attaqué, ça n'a jamais été attaqué. Donc maintenant, l'agent est titulaire. Voilà. On n'est peut-être pas d'accord. Non, c'est pas on n'est pas d'accord, voilà, c'est on ne va que pas se convaincre que ce soit si sur une maison ou sur une église, les fondations ne sont pas bonnes, ça tombe. Les fondations, c'est stagiaire. Et ensuite, on passe titulaire. Je vous aurais prévenu. On parle d'agent, là, donc faites attention un petit peu aux propos que vous avez. Quel donc propos? je vais poser,
Pourquoi Libération. l'Église c'était une comparaison. Donc, si vous voulez Non, bien, Madame est-ce qu'il y a Tolfo, des- c'est trop important pour la collectivité et c'est quelque chose de grave. Mais vous me parlez de quoi, là? De tout ce qui s'est passé, du jugement, de ce que vous êtes en train de faire. Mais non, Parce que Madame Tolfo, On régularise, monsieur Bureau, on régularise. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au vote. ben, vous On vous va exposez arrêter pas, là. tant pis. Voilà. Donc on passe au vote. Y a-t-il des oppositions? 4. Des abstentions? Je vous remercie. C'est approuvé. Délibération suivante. Donc on est toujours sur la création, suppression de poste, des tableaux des effectifs. Donc là, c'est un petit peu des délibérations classiques par rapport à des avancements de grade bien souvent. Donc on a le prouvé dans le cadre de la promotion interne. Donc on approuve la suppression d'un emploi permanent d'agent de maîtrise principale de catégorie C. Et en même temps, on recrée un emploi permanent de grade de technicien territorial de catégorie B. Ça, c'était dans le cadre de la promotion interne. Dans le cadre des avancements de grade, donc on approuve la suppression des emplois suivants. Un emploi permanent à temps complet au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Et on va recréer en même temps un emploi permanent à temps complet au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, toujours de catégorie C. Le deuxième, on supprime un emploi permanent à temps complet de chef de service de police municipale de catégorie B et en même temps, on recrée un emploi permanent de chef de service de police municipale principale, 2e classe de catégorie B. En troisième, on supprime un emploi permanent à temps complet au grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe de catégorie C et on recrée un emploi permanent à temps complet au grade d'adjoint d'animation principale de 1re classe de catégorie C. Sur le quatrième, on supprime un emploi permanent à temps complet au grade d'adjoint technique de catégorie C et en même temps, on crée un emploi permanent à temps complet au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de catégorie C toujours. On a 4 emplois, on supprime 4 emplois permanents à temps complet au grade d'adjoint de maîtrise de catégorie C et on recrée 4 emplois permanents à temps complet au grade d'adjoint maîtrise principale, toujours de catégorie C. Enfin, on a un emploi permanent à temps complet au grade d'animateur principal de 2e classe de catégorie B qu'on supprime et on recrée un emploi permanent à temps complet au grade d'animateur principal de 1re classe, toujours de catégorie B. Alors, dans le cadre de l'adaptation des effectifs aux besoins de la collectivité, on approuve la suppression des emplois suivants. Un emploi non permanent à temps complet au grade d'attaché territorial de catégorie A, créé par délibération numéro 2022-102 en date du 14 novembre 2022, à compter du 1er juillet. En fait, c'était un emploi qu'on avait maintenu, la personne avait repostulé sur un autre poste, et cet emploi, on l'avait maintenu parce qu'on attendait des financements du FSE, c'était dans le cadre de territoire zéro chômeur, et vu qu'on ne les a pas, donc on supprime le poste. Et on fait un emploi permanent à temps complet au grade d'adjoint technique principal de 2e classe de catégorie C. C'est un emploi qu'on supprime parce que c'était quelqu'un qui est parti à la retraite. On avait déjà remplacé la personne, donc on avait déjà la personne qui était sur le poste, donc du coup on ferme ce poste. Et enfin, on approuve la création d'un catégorie B, un rédacteur, pour travailler sur les ressources humaines. C'est un poste qu'on transforme, on avait la catégorie C, c'est une disponibilité qui a pris une disponibilité, on va renforcer avec un poste de catégorie B. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Allez-y. Pardon. Non, c'est juste une précision, j'ai pas compris. C'est l'emploi permanent de quelqu'un qui est parti à la retraite. Il y avait quelqu'un sur le poste, et cette personne, elle repart à la retraite, c'est pour ça que l'emploi est annulé. C'est peut-être moi, j'ai pas compris, je sais pas. Oui, en fait, on avait déjà renforcé la personne, on avait déjà créé le poste, et donc la personne part à la retraite, donc son poste est fermé. Mais on avait déjà créé un poste qui a complété. Ok, d'accord. Concernant la création du poste d'emploi permanent à temps complet au grade d'animateur principal 1re classe catégorie B, quel est le nom de l'agent en question? L'emploi permanent complet d'animateur principal 2e classe catégorie B, Idir Kerjou. Idir Kerjou, responsable de... C'est ça, emploi permanent à temps complet au grade d'animateur principal de 1re classe catégorie B.
responsable de tout ce qui est éducation. Attends. C'est bon, on peut passer au vote? Je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 4, je vous remercie, c'est voté. Prochaine délibération, Nadia. Bonsoir. Donc, la délibération que je vais vous demander d'approuver porte sur l'approbation des plans particuliers de mise en sécurité, PPMS, unifiés des écoles publiques de la commune. Donc, ces PPMS unifiés intègrent les risques majeurs naturels et technologiques, les risques liés aux intrusions et attentats, les procédures de confinement, d'évacuation et de mise en sûreté, ainsi que les modalités de coordination avec les services municipaux et de secours. Donc, comme chaque établissement public, les établissements scolaires peuvent être exposés à différents types de risques majeurs ou de menaces, qu'ils soient d'origine naturelle, technologique ou humaine. Chaque école ou établissement scolaire doit donc préparer en application du Code de la sécurité intérieure et du Code de l'éducation sa propre organisation de la gestion de l'événement par l'élaboration d'un plan particulier de mise en sécurité qui décrit la conduite à tenir face à ces risques et menaces. Le PPMS unifié qui fusionne en un même document les PPMS risques majeurs et attentats, intrusions préexistants, comprend 3 parties. La description de l'école, son organisation interne et les conduites à tenir face aux menaces et les risques majeurs. Les outils au bénéfice des directeurs d'école et des chefs d'établissement. La DSDEN identifie pour chaque école les risques auxquels elle est exposée. Sur cette base, chaque direction d'école élabore un projet de PPMS en concertation avec l'inspecteur de l'éducation nationale et la commune. La commune veille à la cohérence du PPMS avec les mesures de sécurité et de sûreté mises en œuvre dans l'école, hors du temps scolaire d'une part et avec le plan communal de sauvegarde d'autre part. Le PPMS unifié entre en vigueur en début de l'année scolaire et reste valable pour une durée indéterminée, sous réserve que les exercices annuels soient réalisés et qu'ils soient actualisés le cas échéant. Les différentes écoles maternelles et primaires publiques de la commune ont travaillé cette année à l'élaboration de leur PPMS respectifs qu'il vous est donc proposé d'approuver. Avant de savoir s'il y a des questions, je voulais juste préciser que les PPMS, pour raison de sécurité, ne doivent pas être diffusés. Donc, y a-t-il des questions avant que je soumette au vote? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à la majorité, 4 abstentions. Merci. Ah, pardon. Merci Nadia. Donc c'est bien de rappeler que ça ne doit pas être diffusé, ces PPS, tous ces nominatifs. Deuxième, délibération, c'est Cathy pour la prochaine, c'est ça? On va qualifier d'une erreur, une erreur de nom d'une association. Ça ne marche pas, ça nous bloque. Oui. Donc, quand on a délibéré sur l'appel à projet, donc avec les projets que nous soutenions pour la politique de la ville, l'association Accès Emploi Service a été par erreur nommée Accès Numérique. Donc cette délibération, c'est juste pour rectifier cette erreur. Donc elle sera appelée Accès Emploi Service, lutte contre le sous-équipement et la fracture numérique. Ça ne change pas le montant de 1 500 qui avait été accordé, c'est simplement pour rectifier cette erreur. Si vous n'avez pas de questions, je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci, votez à la majorité. Merci Cathy. On va enchaîner Manon sur le salon de gastronomie. Alors du coup, un sujet un peu plus gourmand, c'est le salon de la gastronomie qui est devenu un rendez-vous annuel et qui rencontre un grand succès. L'année dernière, on a eu 900 entrées. Donc on a décidé de le reconduire avec 35 producteurs locaux présents, donc pour valoriser le territoire et les savoir-faire locaux. Donc le salon se tiendra cette année le 21 novembre. Et le droit d'entrée, du coup, c'est 3 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Abstention. Y a-t-il des votes contre? Votez.
Délibération, pardon. Excusez-moi, j'ai pas vu le vote. Monsieur Vincent, vous votez contre? Oui. Monsieur Duard, Abstention. abstention les trois? Oui. Délibération suivante, convention d'utilisation de granulats, Bernard. Une convention d'utilisation avait été conclue le 13 février 1998 entre la commune de Hauteuil et M. Bernard Blache, alors propriétaire de la parcelle cadastrée F19, c'est au pays 40, autorisant la commune à prélever des granulats moyennant une compensation financière annuelle de 11 000 francs à l'époque. Suite au rachat de la carrière par Madame et M. Méalarès, un accord verbal était intervenu autorisant la commune à prélever les granulats à titre gratuit. Considérant que Madame et M. Méalarès souhaitent à présent céder le terrain compte tenu du fait que le futur acquéreur est également d'accord pour la continuité de cet arrangement, il convient de formaliser cet accord. Il vous est donc proposé de dénoncer la convention conclue le 13 février 1998 entre la commune et M. Bernard Blache et d'approuver une nouvelle convention avec Madame et M. Méalarès définissant les modalités d'utilisation de la parcelle et de prélèvement des granulats par la commune, mais celle-ci à titre gratuit. Pas de questions? Est-ce qu'on peut l'avoir, cette fameuse convention, avant de voter dessus? Elle était, hein. Moi, j'ai pas grand-chose. Elle est annexée sur le document. Ok. Je pense qu'elle est annexée et si toutefois vous l'avez perdue, on vous la remettra. Vous l'avez reconnu? J'ai une question. Là, il ne s'agit pas du nouvel acquéreur qui signe cette convention, c'est l'ancien, c'est le propriétaire actuel. Et le nouvel acquéreur, il s'engage en quoi? Parce qu'il n'y a pas de convention avec le nouvel acquéreur. C'est ça la question. Une convention qui lie donc dans l'acte de vente, la convention existe et engagera le nouvel acquéreur qui dans tous les cas est tout à fait d'accord pour le céder aussi à titre gratuit. Ouais, mais moi j'ai pas le document qui dit qu'il va pas réclamer de l'argent. Donc on vous fournira la convention si vous ne l'avez pas, d'accord? Normalement, elle est annexée au projet de délibération. Non, mais avec l'acheteur. Celle avec l'acheteur, pas avec le propriétaire. Si le nouveau n'est pas d'accord, on négociera avec lui. Voilà, tout simplement. Une nouvelle convention. Mais pour l'instant, donc, on reste sur cette convention qui a l'accord de tout le monde, y compris du nouvel acquéreur. Si toutefois le nouvel acquéreur dans le futur n'était plus d'accord, il dénoncerait la convention et on referait une convention qu'on voterait ou pas en conseil municipal. Mais ça risque de coûter cher au conseil, cette histoire de dénonciation de convention. Si le nouvel acquéreur décide de faire payer des milliers et des milliers d'euros, on se retrouve à dénoncer quelque chose qui était gratuit à l'heure actuelle. Ça veut dire on prendra des granulats ailleurs. Très bien. Est-ce que je peux faire voter? On prendra ailleurs. Faire Bonne voter réponse. quels sont ceux qui sont contre? Un contre, abstention, 3 abstentions, donc majorité. Merci. Patricia, la prochaine c'est pas toi. Convention. Donc, je vous propose donc d'approuver une convention de servitude sur une parcelle de domaine communal, une parcelle privée de la commune, de façon à Enedis, de façon à lui permettre d'enfouir 2 mètres de câbles, voilà, de câbles électriques pour permettre le raccordement de nouvelles habitations. C'est vendredi. Mais je ne sais pas si ça amène. Donc c'est sur le quartier de la Sablière. Voilà, je ne sais pas si ça amène des questions particulières. Sinon, je vous propose de le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Patricia. Donc on a épuisé les délibérations. Avant de finir le conseil, M. Buard, vous avez des questions? L'arrêté municipal relatif au plan de circulation de la ville d'Utheil numéro 2023-12 oblige les usagers de la rue Voltaire à s'arrêter à l'intersection de la rue de la République. Actuellement, seul le marquage au sol, représenté par une ligne blanche transversale, signale cette obligation. Or, si selon l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, cette bande transversale
doit être tracé chaque fois qu'un panneau est implanté, sauf si cela est techniquement impossible. En revanche, cette ligne blanche ne se substitue pas au panneau. Elle ne doit jamais être tracée en l'absence du panneau stop, qui en est l'indicateur. Quand avez-vous prévu d'implanter un panneau stop? L'arrêté numéro 2023-12 du 22 mars 2023 relatif au plan de circulation de la ville du Teil prévoit effectivement dans son article 8 que les usagers de la rue Voltaire, ainsi que ceux des places Montérémal, Pierre-Sémar, des rues de l'Hôtel de Ville, Baudin et du chemin du Château, s'arrêtent à l'intersection de la rue de la République à un stop. Ceci afin de donner la priorité de circulation sur la rue de la République et d'assurer la sécurité des usagers à ces intersections. Compte tenu de l'étroitesse de la rue Voltaire, l'implantation de panneaux stop dans les conditions satisfaisantes de visibilité et de sécurité est complexe. En effet, un panneau implanté au droit de cette intersection est particulièrement exposé au choc des véhicules utilitaires et fourgons qui empruntent régulièrement cette rue. Le panneau stop est donc fixé en hauteur au niveau de l'intersection. Vérification a été faite le 4 juin, le panneau est bien en place. Un marquage au sol complète cette signalisation. Deuxième question. Le même arrêté municipal, relatif au plan de circulation, limite le tonnage des véhicules à 3,5 tonnes sur le chemin de Fontenouille. En vertu de l'article R411.25 du Code de la route, ces dispositions ne sont opposables aux usagers que si elles font l'objet de mesures de signalisation réglementaires. Or, aucun panneau de prescription n'est placé au début de la zone, où la prescription commence à s'imposer ni après chaque intersection. Quand avez-vous prévu d'implanter ces panneaux? Donc, le même arrêté relatif au plan de circulation de la ville du Teil prévoit effectivement dans son article 5.4 une limitation de tonnage des véhicules à 3,5 tonnes sur le chemin de Fontenouille. Les prescriptions prévues par l'arrêté municipal ont été élaborées dans un objectif de sécurité des usagers, de préservation de la voirie communale et de limitation des nuisances liées au transit des véhicules les plus lourds. S'agissant de la signalisation, les services municipaux procèdent régulièrement à des contrôles et à des ajustements en fonction des évolutions du réseau routier, des contraintes techniques et des besoins constatés sur le terrain. Sur la base de votre question, une vérification des dispositifs de signalisation sur la voie de Fontenouille a été demandée afin de s'assurer de leur parfaite adéquation avec les prescriptions de l'arrêté municipal. Si des compléments ou adaptations s'avèrent nécessaires, ils seront programmés dans le cadre des interventions de voirie sur la signalisation prévue par la commune. Depuis plusieurs semaines, la placette de la Renaissance, rue Kléber, est le théâtre de dégradation et d'actes de vandalisme. Arrachage de plantes dans les bacs fleuris, arrachage de tuyaux d'irrigation goutte à goutte, abandon d'objets divers, dont des sacs poubelles. Quelles actions sont envisagées pour y remédier? L'installation de caméras est-elle envisageable? La police municipale n'a pas été alertée à ce jour par les habitants de la Placette, sachant que dans le quartier concernant le dépôt sauvage de sacs poubelles, le problème principal n'est pas sur la Placette, mais plutôt à proximité de l'ancien temple, sans qu'à ce jour nous ayons pu identifier le ou les responsables de ces dépôts sauvages. La police municipale effectue à minima une tournée quotidienne, voire deux, certains jours dans le quartier, afin d'assurer la surveillance des lieux. Les dégradations constatées sont mineures. À chaque fois qu'il y a un dépôt sauvage dans la rue Kléber, systématiquement, les services techniques interviennent afin de les enlever. Et la dernière. Les riverains de la place Sémar sont inquiets des allées et venues suspectes dans l'ancien local du Crédit Lyonnais où il suffit de faire glisser la porte pour y pénétrer. Quelles actions sont mises en œuvre pour sécuriser les lieux et rassurer les riverains? La gendarmerie nationale a été alertée sur le sujet et elle l'a pris en compte, sachant que cela concerne un immeuble privé. Je ne suis pas en mesure de vous apporter plus d'informations sur le sujet à la demande de la gendarmerie. Je vous remercie. Le conseil est maintenant terminé. Le prochain conseil, je ne sais plus la date. 23 juin. Merci, bonne soirée. C'est quoi le 9 septembre?